Salut à tous. Alors après ma vidéo sur Mozart était-il franc-maçon, on a vu que finalement le format vous avait bien plu et que bon, il y avait des gens qui me connaissaient, mais qu'il y avait des gens qui me connaissaient pas sur Connais le Plus encore. Alors donc on a décidé un peu de, je vais vous raconter un peu mon parcours et vous allez voir que même si je suis un musicien classique, pianiste et compositeur, mon parcours n'est pas vraiment classique. Alors je suis né en mars 1969, ça me rajeunit pas, ça va me faire 52 ans dans 15 jours. Ah, ouf. Alors, je suis né à Boulogne-Billancourt, à Boulogne-sur-Seine, dans le 92, d'un père ouvrier, d'une mère coiffeuse, donc pas grande bourgeoisie, hein, et aucun musicien dans la famille. Et puis, pourtant, à Noël, quand j'avais, je crois, 4 ans, on m'offre un petit jouet, un piano à 1 octave, des petits jouets en bois de l'époque, mais vraiment un truc à 8 notes ou 10 notes, quoi. Et c'est tout bête, mais c'est le déclencheur. Apparemment, mes parents m'ont raconté après, parce que je m'en souvenais plus très bien, que je passais mon temps là-dessus, à reproduire le chant des oiseaux, une chanson de Variétoche à la télé. Enfin, j'avais accroché tout de suite. Et puis, à 6 ans et demi, à la stupéfaction de mes parents, je leur dis: «Je veux être pianiste et compositeur». Alors, évidemment, ils se disent: «Bon, il y a 6 ans et demi, c'est peut-être un caprice de gamin, peut-être que dans 3 semaines, il va nous dire finalement non, quoi». Mais ils se disent quand même: «On va louer un petit piano droit, les petits pianos, un petit piano anglais, pour quelques semaines, quelques mois, puis on verra bien». Ils le font et puis, bah, ils voient que évidemment c'est très sérieux et que je mords le piano à pleines dents dès le début. Alors j'apprends à lire la musique déjà par moi-même au départ, en tout cas j'allais dire la grammaire musicale, le solfège, la clé de sol, la clé de fa et tout ça. Bon, on me donne 2-3 cours particuliers chez une, vieille dame du quartier, enfin ce genre de truc et puis finalement on 10 mois après à peu près, on dit: «Bah, il faut tenter l'entrée au conservatoire». Le conservatoire de Boulogne, c'est le deuxième conservatoire de France et on me fait rentrer. Je suis accepté au concours d'entrée parce que j'avais déjà, comme j'ai dit, en quelques mois, un peu assimilé les bases du solfège et tout ça et puis sinon le reste, je me débrouillais, d'oreille. Heu, voilà et donc je rentre au conservatoire de Boulogne et j'y ferai toutes mes études musicales, voilà et j'en sortirai avec tous les premiers prix de piano, musique de chambre, harmonie, machin, 1er prix de piano, musique de chambre à l'unanimité à, 14 ans. Donc je resterai, 7-8 ans, voilà, enfin, oui, de 7 à 14 ans, 7 ans. Heu et quand je sors du conservatoire, je commence déjà des concerts, mais encore des petits concerts, hein, c'est pas encore le Théâtre des Champs-Élysées, ça sera plus tard. Et puis je suis remarqué par 2-3 personnes et puis je suis invité à New York par un grand pianiste américain qui est le plus grand pianiste américain de l'époque, Baron Janis, qui est d'ailleurs le gendre de Gary Cooper, l'acteur, western là. Je sais que vous êtes jeune, mais quand je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais enfin, en tout cas, c'était la plus grande star du cinéma américain de l'époque et je me retrouve à New York, déjà parce qu'il voulait, je me perfectionne avec lui et cetera et puis pour des concerts très vite et donc je commence mes premiers concerts à New York en, 1985, donc j'ai 15 ans et heureusement que je fais ça parce que si j'étais resté en France et de toute façon dans le milieu classique français, si on veut que ça marche en France, il faut déjà s'être fait un nom ailleurs. Donc là, c'est bien tombé que j'ai réussi à aller là-bas parce qu'après mon premier concert, j'ai eu une presse super dans les journaux américains et c'est à ce moment-là que des agents français, des agents de concert, des maisons de disques vont s'intéresser à moi. Je commence à faire alors je reviens en France, on m'invite pour jouer à la Salle Gaveau, au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet, enfin dans les très grandes salles déjà et j'ai 16 ans et ils me médiatisent très, très vite. C'est-à-dire, je fais le Grand Échiquier de Chancel, les émissions de Jacques Martin de l'époque du dimanche, les émissions de Christophe de Chavannes. À l'époque, il a une émission, où il y a beaucoup de choses artistiques, hein, c'est pas les émissions de jeux qu'il présente maintenant. Bon, Jacques Chancel, j'ai dit, Yves Mourousi, le journal de 13 heures, le journal de 20 heures. Enfin ça marche bien et puis je signe avec, Philips, Universal me signe pour enregistrer pour eux et j'enregistre, plusieurs disques, consacrés surtout à Franz Liszt, qui est le compositeur que j'aime le plus, l'auteur des Rhapsodies hongroises. Vous savez, les Rhapsodies hongroises, ça vous connaissez tous. Et cetera. Voilà et mes premiers disques sont consacrés à ce compositeur-là. Voilà, donc ça c'est le début. Je suis encore très, jeune, mais ça part, très bien
Et voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai plus de 42 CD, mais vous allez voir que le parcours a été un peu différent. Je suis aussi compositeur, j'ai à peu près 300 œuvres éditées qui sont jouées au Japon, aux États-Unis, ailleurs. Alors vous allez me demander comment je suis parti de ça, de couverture de magazines, de Grand Prix, de ceci, cela, à, à un boycott total en France, et pas que. Bah, c'est simple, et d'ailleurs c'est assez parallèle avec ce qui est arrivé à Dieudo. D'ailleurs, avant même qu'on devienne amis, il y avait quand même un truc karmique, vous allez voir. Dans les années 2000, je travaille souvent avec un pote, avec Daniel Prévost, que vous connaissez, un grand acteur, qui a fait, vous savez, le Dîner de cons ou Uranus avec Depardieu et tout ça. Et on est très potes et ça fait longtemps qu'on veut faire un truc ensemble. Et je lui propose, enfin, je lui dis, tiens, on devrait faire un truc sur Satie. Déjà, tu as la même tronche que Satie, il suffirait de te mettre des lunettes rondes et tu as le même humour. Il vient souvent dîner à la maison, on se voit et paf, ça matche tout de suite. Et on se met sur ce projet-là et on commence à faire nos spectacles sur Satie et à faire un CD de la musique de Satie où je joue donc, les œuvres de ce compositeur français génial. Je ferai d'ailleurs une émission sur Satie pour vous plus tard. Et donc Daniel, lui, entre les musiques que je joue, lit des textes, enfin joue le personnage de Satie en faisant revivre des textes, des genres de brefs de comptoir extrêmement drôles qu'avait écrit Satie à l'époque. Voilà, et le disque sort et un super succès, vraiment. Et puis le hasard, ça c'est quand même très marrant, c'est plutôt le karma d'ailleurs ou le destin, fait que Daniel déjeune avec moi le midi même du jour où il va aller soutenir Dieudo le soir et monter sur scène, je crois que c'était à la Mador d'ailleurs. Moi je connaissais pas encore Dieudo à ce moment-là, juste après cette histoire de sketch chez Fogiel. Voilà. Et sur le colon israélien. Et donc, c'est ce soir-là que Daniel dit bah, Dieudo, c'est le meilleur qu'on ait, il faut faire cesser ce boycott. Et puis, un peu après ça, il dit d'ailleurs à la presse Dieudonné dit tout haut ce qu'on pense tous tout bas. Ils le savent tous, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Bon, inutile de dire que ça a commencé tout de suite. Il a bien été emmerdé suite à ça par toute la merdasse du showbiz. Et moi qui le voyais tout le temps à l'époque, je peux vous dire que il en a bavé. Et vous l'avez vu beaucoup moins après aussi. Hein. C'est parti des dommages collatéraux du sketch en question. Alors moi, à ce moment-là, j'en ai déjà grave marre de tout ce milieu de merde, de cette mafia communautariste et tout ça. Mais bon, je tiens encore le coup. Je suis dans le classique. C'est pas mieux parce que on a les mêmes, hein, on a les mêmes qui essayent toujours de vous obliger. Moi, je me sens pas libre. Moi, quand je fais un programme, je veux faire mon disque moi-même, choisir. J'ai pas envie qu'un abruti de directeur artistique, cocaïnomane d'Universal, Universal ou je sais pas quoi, vienne me dire je dois faire ça ou ça. Donc ça commence à me gonfler, mais je tiens encore un peu. Mais j'en ai marre aussi. C'est assez irrespirable. Il ne faut pas croire que dans le classique ou le jazz, c'est différent pour les acteurs. On retrouve les mêmes, hein. Je suis clair, on retrouve les mêmes à peu près partout. Donc, je finis par me trouver une maison de disques indépendante pour pouvoir faire mes trucs sans avoir à être, sans que ça soit eux qui choisissent les prises ou ceci ou cela, et à faire les choses de manière artisanale, mais à ma façon totalement libre, quoi. Et je me trouve déjà beaucoup mieux comme ça. Alors, bon, après, petit à petit, entre les salles de concert, les agents véreux, les journalistes, toute cette mafia-là, j'en ai aussi vraiment ras-le-bol. Et la goutte qui fera déborder le vase, c'est que on m'avait fait rentrer, enfin j'avais fini par accepter d'entrer dans la franc-maçonnerie comme plein d'artistes, et ce que je vois me déplaît très 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 grandement. Et donc je quitte tout ça, je fous le camp, je leur dis merde à tous, et j'écris un livre pour dénoncer ce que j'ai vu. Bon, bah là, ça a commencé tout de suite, antisémite, bon, voilà, évidemment, fasciste, etc. On me demande tout de suite de fermer ma gueule, de me calmer. Je fais l'inverse. Bon, je suis, enfin, Soral se rapproche de moi, on se rapproche. Je suis copain avec Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, et plus tard avec Dieudo, donc irrécupérable. Et voilà. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien qu'à ce moment-là, parce que malgré les problèmes, on est libre, quoi. C'est-à-dire que ce milieu est totalement insupportable à tous les niveaux, à tous les degrés. Non seulement on se fait voler, mais en plus, il n'y a même pas le minimum respect de l'artiste, quoi. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui choisissent tout. C'est toi qui joues, c'est tout, mais c'est eux qui choisissent les prises, qui choisissent même ce que tu dois dire, comment tu dois le dire. Et au bout d'un moment, c'est pas supportable. Et les envoyer chier, c'est ce que finalement tout artiste digne de ce nom finit par faire. Alors,
Bon, aucune envie de baisser les yeux devant ces enfoirés, donc j'en rajoute un max et je tente d'éveiller le plus de gens possible au danger de la cabale, de la franc-maçonnerie, du Talmud et puis, j'explique un petit peu tout ça, donc ça ne fait que s'envenimer. Les procès commencent, 8 000 € d'amende, 10 000 €, 6 mois de prison, le CRIF, la LICRA, et cetera. Bon, alors, titre de gloire, le ministre de la Culture, Riesler, là, le blondinet, là, il n'est plus là, celui-là, qui travaillait pour Rothschild avant et pour Peugeot, bon, fait un arrêté spécial, arrêté Stéphane Blais du 13 juin 2019, donc spécialement pour ma pomme, hein, quand même, pour m'exclure de l'Ordre national des arts et lettres, dont j'avais été fait chevalier sous Chirac. C'était Chirac à l'époque. Moi, les médailles, je m'en fous, mais là, j'avais pas honte de l'accepter, puisque d'abord, je l'avais pas demandé. Et c'était en plus juste au moment où Chirac allait défendre les Palestiniens en Israël, et puis quand même, bon, enfin, on n'avait au moins pas honte. Voilà. Donc je prends ça, et puis voilà. Donc, étant donné qu'il était interdit dans la loi française d'enlever les arts et lettres à un artiste, puisque les arts et lettres, c'est quelque chose qui vous est donné pour une œuvre que vous avez faite. Donc si vous avez écrit une symphonie, vous avez fait ça, vous l'avez fait, donc on ne peut pas vous l'enlever normalement. C'est pas comme la Légion d'honneur qui est un truc plus politique. Donc Riesler, sous la pression de Macron, qui lui-même était sous la pression du CRIF, a fait faire un arrêté pour pouvoir m'expulser des arts et lettres, puisque ça n'aurait pas été possible sans cet arrêté. Alors, inutile de vous dire que ma médaille, je l'avais plus depuis longtemps, mais alors par contre, l'arrêté de Riesler, je l'ai fait encadrer, parce que d'ailleurs, je lui ai répondu immédiatement de bien aller se faire enculer, et puis aussi que ma radiation par une pédale de droite de son espèce, c'était vraiment le plus grand honneur qu'on pouvait me faire. Hein. Bon, donc c'était très très bien. Donc, on m'interdit de jouer partout en France, et les organisations mafieuses qu'on connaît tous, évidemment, vont même menacer des directeurs de salles ou des organisateurs de concerts qui veulent encore m'inviter. Voilà, parce qu'il y en a encore qui le font, ils disent on s'en fout, hein, on le veut dans tel festival. Non. Bon. D'ailleurs, certains porteront plainte pour menaces, intimidation. Ça n'aura jamais aucune suite, bien évidemment, puisque, comme je l'ai déjà dit, la justice française, c'est la justice maçonnique. Et derrière la justice maçonnique, il y a le Bnei-Brit et les associations des élus de naissance. Voilà. Donc finalement, alors j'en passe et des meilleurs. J'ai été professeur à l'école normale pendant 15 ans. On m'a pourri la vie. Heureusement que j'avais, au moment où je suis parti de France, parce que je suis parti de France par la suite, j'avais laissé mon poste à mon assistante, parce que juste à ce moment-là, des associations en question qui ne savaient pas que je venais déjà de quitter l'école normale pour partir en Turquie, ont menacé le directeur de l'école normale pour me faire virer. Mais il se trouve que j'étais déjà parti. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Ma maison de disques a été menacée aussi. Enfin voilà, bon. Et France Musique, par l'intermédiaire de certains journalistes LGBT, ont commencé à me taper dessus en disant qu'il fallait surtout pas même ouvrir mes disques. Bon, finalement, je me tire de France juste au moment où Macron est élu en me disant là, ça va, j'en ai assez fait, je continuerai à faire ce que j'ai à faire de l'étranger parce que c'est plus vivable. Et donc, je suis maintenant en Turquie, à Istanbul, depuis 3 ans et demi, et bien content d'y être. Voilà. Alors, histoire de vous faire marrer un peu, je vais juste vous montrer, vous lire quelques extraits des plus célèbres journaux français, la manière dont ils parlaient de moi avant. C'est un petit peu comme Dieudo, dont tout le monde disait c'est le meilleur, c'est le plus drôle, il est génial, puis après on dit c'est un pseudo-humoriste ou polémiste. Bon, exactement pareil, vous allez voir. Vous allez voir l'hypocrisie de ces gens-là. Alors, voilà, c'est quand même assez marrant. Alors, l'événement du jeudi. Un sens de l'architecture sonore, une maturité, un lyrisme intense, une autorité exceptionnelle qui n'appartient qu'au grand, génial, bravo. L'événement du jeudi, 7 septembre 1989. Diapason de son corps à corps avec l'œuvre, naît une superbe architecture, scandée tour à tour par la majesté et le lyrisme le plus intense. Et quelle sonorité, on apprécie le véritable musicien et sa merveilleuse compréhension de l'œuvre, on oublie tout pour s'adonner à l'émotion, c'est l'état de grâce. Pareil, 1989, Diapason. Alors, Bléa de l'imagination, des doigts, de l'élégance et un sens certain de la démesure romantique, journal Le Monde, 1995 encore. Hein. On a, bon, je ne vais pas vous en faire 10 000, mais c'est pour vous donner une idée. Stéphane Blais conjugue un panache extraordinaire, un phrasé, une musicalité profonde qui va le brevet d'avenir. Le Nouvel Observateur, 6-0-12-1989.
Stéphane Blake conjugue la virtuosité, le lyrisme et la sensibilité dans une sonorité magnifique. François, 1992. Bon, voilà. Et donc, après, bon, c'est quelques extraits, et après, vous verrez les mêmes qui viennent vous cracher à la gueule. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement ce qui est arrivé à Dieudo. Donc, quand vous baissez les yeux, en tout cas, que vous n'avez pas encore dit merde, ça va. Quand vous avez du succès, on dit oh, ouais, non, il est bien. Et dès que vous refusez de baisser les yeux, vous êtes devenu une merde. Du jour au lendemain. C'est extraordinaire. Ils prennent même pas les précautions pour essayer de cacher leurs méfaits. Donc, bon, maintenant, ça fait rire tout le monde. De toute façon, plus personne les lit. C'est des torches-cul qui sont financés avec votre argent en plus. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'était un petit peu pour que vous voyiez le parcours en question, puisque je sais qu'il y avait des gens qui voulaient ça. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez écouter mes disques ou sur ma chaîne YouTube, sur Spotify ou Deezer. Voilà, malgré que certains avaient demandé la fermeture de ma chaîne, enfin c'est même pas ma chaîne, de mes musiques sur Spotify, comme Monsieur Mendes France là. Enfin, ça c'est quand même difficile. Voilà. Alors je vous ferai bientôt une autre vidéo sur la franc-maçonnerie, une sur la Kabbale sans doute, une sur le Talmud, et puis quelques-unes sur la musique, sur Satie peut-être. En tout cas, si vous avez une envie particulière ou quelque chose qui vous intéresse, évidemment, dans mes compétences, hein, dont vous voulez que je parle, je ne sais pas, un compositeur particulier ou un truc sur la Turquie ou sur la franc-maçonnerie, le symbolisme, vous pouvez le laisser dans les commentaires, et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Salut à toutes et à tous. C'était Stéphane Blais d'Istanbul. On finit avec quelques notes de musique. À la prochaine.